She-Hulk Avocate a commencé ce jeudi puisque la série sortira chaque jeudi avant de laisser les mercredis à la série Star Wars Andor qui débutera le 21 septembre, toujours sur Disney+, bien sûr, plateforme à laquelle vous pouvez vous abonner en passant par le lien disponible en description de la vidéo. La critique est par ailleurs totalement libre, comme j'ai déjà eu l'occasion de le montrer avec des avis plutôt négatifs sur certains épisodes de précédentes séries et des positifs sur celles qui m'ont davantage convaincu, par exemple Loki, The Mandalorian ou encore WandaVision. She-Hulk est donc une comédie avec un format d'environ 30 minutes sur 9 épisodes. Sur cette base, il serait donc totalement illégitime de se plaindre d'un ton trop léger ou de la présence de l'humour, puisqu'il s'agit précisément de l'objectif de la série. En revanche, la qualité de l'humour en question et le traitement de certains personnages à vocation initialement dramatique pourra évidemment être un point de discussion. À la tête des scénaristes de cette série, on trouve Jessica Gao qui a une certaine expérience de la comédie, parfois acide, puisqu'on lui doit le fameux épisode du cornichon dans Rick et Morty saison 3. Les références à l'excellente série Fleabag de Phoebe Waller-Bridge, que je vous recommande chaudement, et à Ally McBeal sont clairement assumées. Il faut dire que Fleabag a pour spécificité, outre des dialogues géniaux, de briser régulièrement le quatrième mur, ce que She-Hulk a commencé à faire avant même la création de Deadpool. Les principales sources comics de cette adaptation sont justement Sensational She-Hulk de John Byrne, où elle aurait parlé directement au lecteur pour la première fois, ainsi que le run de Dan Slott, dont on retrouve déjà les références dans ce premier épisode. La grande polémique qui a précédé cette série a porté sur les effets numériques dans l'ensemble, même si on a évidemment déjà vu mieux, je dois avouer que cet aspect ne m'a jamais gêné ou sorti de l'épisode. Il me semble que le rendu à l'écran est meilleur que ce qu'avaient pu montrer les clips promotionnels. Il faut dire que tout cela vient s'ajouter au mécontentement qui a été exprimé récemment par des studios d'effets numériques au sujet des cadences de travail et des délais intenables pour du travail de qualité et demandé par Disney. J'en viens directement à l'épisode qui s'ouvre sur ce que sera le cœur de la série, à savoir une comédie de tribunal, alors que Jennifer Walters répète sa plaidoirie et qu'un collègue masculin tente de lui piquer son moment en étant convaincu d'être meilleur qu'elle. Voilà qui pose le ton en termes de message sur les difficultés que peuvent rencontrer les femmes, au travail ou ailleurs, alors que des hommes ont envers elles une attitude totalement différente de ce qu'elle serait vis-à-vis de collègues masculins. Alors on a compris que ce sera féministe et plus ou moins subtil. Personnellement, c'est un sujet qui me convient très bien sur le fond, reste à le faire d'une manière pertinente et éventuellement amusante sur la forme. Jennifer est donc la cousine de Bruce Banner et l'occasion de passer un peu de temps ensemble permet immédiatement d'illustrer l'alchimie entre l'actrice et l'acteur. Pour la petite histoire, sachez que l'idée des Cheetos mangés avec des baguettes est une référence directe à Oscar Isaac, plus précisément à une photo qu'il a publiée et qui le montre spécifiquement se livrer à cette étrange activité. Et je parie que l'interprète qu'on a vu récemment dans Moon Knight a dû bien rigoler en découvrant cet épisode et cette référence. Le fameux accident est nettement plus simple dans la série que dans les BD, enfin si on exclut sa cause, un vaisseau en provenance de Sakaar qui vient clairement ouvrir de grosses spéculations quant à l'avenir de Hulk dans le MCU, mais je vais y revenir. Un simple mélange de sang et le profil génétique très spécifique de Jennifer aboutit à sa transformation. De l'aveu de Jessica Gao, la scénariste en chef, la plupart des éléments d'origine story de cet épisode devaient initialement apparaître dans l'épisode 8, et c'est ce qu'elle a confié du moins à Variety. On peut donc imaginer que la scène d'intro et la première fois où Jennifer va s'adresser aux spectateurs ont été tournées plus récemment que le reste, et sans doute une bonne décision en termes de structure de la série. Ce qui saute aux yeux de mon point de vue du moins, et qui semble assez nettement partagé, si j'en crois les réactions que j'ai pu lire sur internet, c'est que le casting de Tatiana Maslany est un excellent choix. Elle apporte immédiatement une forme d'humanité et d'authenticité au personnage, alors que rien pour le moment dans le script ne lui offre de moments particulièrement fifous. Elle parvient quand même à capter l'attention et donne envie de voir la suite de ses péripéties. Je dois avouer que j'arrivais sur cette série avec pratiquement aucune attente, et mon sentiment général suite à ce pilote, c'est celui d'un moment agréable qui donne envie de découvrir une suite susceptible de partir dans des directions totalement imprévisibles, et ça c'est plutôt intéressant. Concernant le message féministe, il faut souligner la scène des toilettes du bar, alors que Jennifer, totalement paumée, y trouve refuge après l'accident et sa première transformation. La solidarité des femmes qui trouvent Jennifer dans un sale état est aussi réconfortante qu'amusante, tout en préparant le fort contraste avec l'approche du trio masculin à l'extérieur du bar.
Alors bien sûr, certains diront forcément not all men, mais il faut simplement reconnaître la triste réalité, une femme seule le soir qui rencontre un groupe d'hommes, d'autant plus s'ils sont plus ou moins éméchés, aura toujours de bonnes raisons de ressentir de l'appréhension. Au passage, sur le mur du bar, vous pouvez apparemment trouver un QR code pour obtenir un comics She-Hulk gratuitement. C'est pas cher. Tout le passage dans le laboratoire et la maison de bord de mer de Bruce donne sans doute un sentiment de trop grande facilité dans la façon de Jennifer de maîtriser ses tout nouveaux pouvoirs. Mais ici j'ai envie de dire attention car les problèmes des deux personnages n'ont jamais été les mêmes dans les comics. Au passage, c'est d'ailleurs un des grands reproches qu'on peut faire au MCU parmi la tonne de ceux qui existent déjà sur son traitement de Banner et Hulk, à savoir l'absence d'évocation de son passé. En effet, Bruce ne devrait pas être si étonné que sa cousine ne développe pas instantanément une double personnalité puisque c'est l'enfance traumatique de Bruce qui explique essentiellement ce phénomène chez lui. On suppose que les inquiétudes exprimées par Bruce concernant l'usage de son sang ou de celui de Jennifer est un fusil de Tchekhov, ce qui implique qu'une menace usant des propriétés de ce sang risque de survenir dans la suite de cette saison. Concernant les sessions d'entraînement, on aura forcément des plaintes en mode « elle fait tout mieux que lui dès le début, c'est une Marissiou », mais attendons au moins de voir l'intégralité de la série pour en juger. Il semble probable qu'à un moment ou un autre, Jennifer aura besoin de l'aide de son cousin et inversement. Et pour cela, il faut réfléchir au moins un petit peu, si on y arrive, à la différence essentielle entre les deux personnages qui explique pourquoi tout ce que Bruce pense pouvoir enseigner à sa cousine initialement n'a que peu d'application. Et oui, l'enjeu pour She-Hulk n'a jamais été dans les comics de contrôler sa colère et sa transformation, mais plutôt l'image qu'elle renvoie et d'accepter ce qu'elle peut être sous l'une ou l'autre forme. En le faisant, le personnage a surtout pour intérêt scénaristique de renvoyer à l'humanité la façon dont elle traite les gens en fonction de ce qu'elle perçoit de leur apparence. L'humanité, pas Jennifer. Du côté de Bruce, outre le contrôle de sa profonde colère, son nouvel enjeu consiste sans doute à ne plus faire une croix sur sa vie personnelle sous le prétexte du super-héros reclus. Et avec la possibilité de la nouvelle d'un fils qu'il aurait laissé sur Sakaar, la série pourrait justement ouvrir au départ du personnage ou à bien davantage. En effet, le MCU partira peut-être sur toute autre chose, mais le vaisseau de Sakaar pourrait venir informer Bruce d'un enfant que Hulk aurait conçu sur la planète pour reprendre les bases de l'histoire de Planet Hulk et World War Hulk. Lors de l'affrontement amical entre Hulk et She-Hulk, on remarque à plusieurs reprises que l'agacement de Bruce est parfois sur le point de tomber dans la colère. D'ailleurs, l'effet des claquements de mains répétés de Jennifer est un clin d'œil à l'arme sonore utilisée par le général Ross contre Hulk dans le film L'incroyable Hulk de Louis Leterrier, film qui compte de nombreuses scènes très réussies. À titre personnel, le seul Hulk du MCU qui a un intérêt, c'est justement celui-là, le Hulk vénère qu'on trouve jusque dans l'ère d'Ultron, à la différence près que j'aurais évidemment fait gagner Hulk contre le Hulkbuster dans ce film, mais on n'est pas là pour parler de ça. Le Hulk transformé en ressort comique me casse les pieds, vous le savez je pense si vous me suivez depuis un certain temps, mais dans cette série cela ne me gêne pas car j'ai accepté l'idée qu'il s'agirait d'une comédie centrée sur Jennifer Walters. Du côté des clins d'œil, on retrouve le masque abîmé qu'avait saisi Ultron lors de sa toute première incarnation dans le laboratoire, vous vous souvenez, c'était dans l'ère d'Ultron bien sûr, le film, Avengers numéro 2, et c'est sans doute une façon pour Bruce de garder en vue un rappel des erreurs qu'il a pu commettre par le passé. À ce sujet, on peut souligner que le souvenir de Tony revient de manière plutôt plaisante dans l'épisode, et on peut remarquer que les références musicales des t-shirts notamment portée par Hulk, renvoie elle-même à Tony qui portait souvent des t-shirts de ce style. Alors c'est vrai, le petit moment d'apologie de l'alcool parce que picoler c'est vraiment trop cool, ça m'a saoulé si vous me passez l'expression, de même que les héros censés être drôles, ça tombait plutôt à plat. Personnellement, c'est subjectif, j'ai largement préféré le petit doigt d'honneur glissé par Jennifer alors qu'elle se fait pousser de la falaise, ou encore la discussion autour de la virginité de Steve Rogers. La scène post-crédit était assez marrante à ce sujet et elle vient rendre canon ce que les scénaristes Christopher Marcus et Stephen McFeely avaient déjà déclaré lors de précédentes interviews. Pour rappel, ces deux hommes que je viens de citer sont les scénaristes de tous les films Captain America, mais aussi de Infinity War et Endgame, bon aussi de Thor 2, mais ça on a envie de le rappeler un petit peu moins fort. Au tribunal, dans la partie adverse, on reconnaît Holden Holloway, un homme qui devrait ensuite chercher à embaucher Jennifer Walters si on en croit les bandes annonces. Concernant Titania, enfin, on ignore tout des raisons de son attaque du tribunal, mais l'explication viendra forcément plus tard dans la saison. L'affrontement en lui-même était aussi bref qu'inintéressant, reste à voir ce que ça donnera par la suite, mais on se doute que ce n'est pas dans les scènes d'action qu'on retrouvera le principal intérêt de cette série.
J'ai toutefois envie de rappeler que dans les comics, Titania obtient ses pouvoirs initialement de Dr Fatalis, Dr Doom en VO, ce qui pourrait éventuellement laisser espérer l'introduction prochaine du meilleur antagoniste possible pour l'avenir du MCU, outre Kang, hein, qui devrait être bien fun lui aussi. D'après différentes critiques issues de ceux qui ont eu accès à l'avance à 4 épisodes de la série, ce qui n'est pas mon cas, les épisodes suivants seraient a priori plus réussis que le premier, on sera assez vite fixé. Et je me demande par ailleurs si la série exploitera l'idée selon laquelle la force de She-Hulk est proportionnelle à celle de Jennifer en forme humaine, qui avait pu démultiplier sa puissance dans les comics en se mettant à un entraînement intensif. À vrai dire, ça m'étonnerait, mais je suis surtout curieux de voir jusqu'où ira l'humour de la série, qui est de toute évidence son grand atout avec son interprète principal. En résumé, une relativement bonne surprise de mon côté pour une série détente qui donne plutôt envie de voir la suite, sans rien proposer non plus de particulièrement notable pour le moment. Au passage, si ce t-shirt vous fait de l'œil, vous trouverez un lien en description de la vidéo. Et puis je vous invite à vous abonner à la chaîne avec des tas de couvertures de séries qui vont arriver très rapidement au rythme de 3 vidéos par semaine. Avec tout ce qui arrive, vous voyez de quoi je parle. Et évidemment, je compte sur vous pour laisser un pouce en l'air pour me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier épisode de She-Hulk. Et puis si vous ne faites pas tout ça, eh bien vous serez habillé comme Titania pour le restant de l'année, on va dire, c'est déjà pas mal. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!